Merci donc à toutes et à tous d'être au rendez-vous de ce talk. Je ne sais même plus le combien, mais on en a déjà fait un certain nombre pour la Fragrance Foundation qui défend les intérêts de la filière parfum et qui représente en France plus de 160 000 emplois. Donc, c'est pas rien. Et parmi les gens qui travaillent dans ce secteur, bonjour Isabelle, vous êtes experte en olfaction depuis 30 ans, vous êtes présidente de Cinquième Sens qui forme et conseille tous les intervenants de la filière parfum, qui les forme aussi en termes de comportement, d'olfaction, mais également sur les différentes fragrances et la manière de les transmettre. On a voulu faire ce talk aujourd'hui, un petit peu dans le sillage, on va dire, de la fête des mères, autour de la fête des mères. C'est un sujet toujours assez un petit peu bateau, un petit peu marronnier, comme on dit, et vous avez choisi de le traiter d'une manière très particulière autour des rapports qui existent, de la manière dont, entre une maman et son ou ses enfants, comment se traduisent ces rapports en matière d'olfaction, quels sont les liens qu'on peut tisser. Et je vais vous passer la parole tout de suite sans ajouter un mot supplémentaire, parce que c'est vous l'experte. Très bien. Merci Émeric. Bonjour à tous. Ravi de vous rejoindre pour ce talk lié effectivement à la fête des mères, mais on a voulu traiter donc un peu plus large ce lien olfactif entre la maman et ses enfants. Alors, ce terme de la maternité et de l'olfaction, donc lié bien sûr à l'événement de la fête des mères, puisque c'est un événement qui est relativement important dans notre secteur d'activité. Et je vais commencer effectivement par évoquer ce point en termes de vente. Donc le cadeau, c'est vraiment un cadeau. Le parfum est un cadeau particulièrement plébiscité pour la fête des mères, puisqu'il intervient effectivement en deuxième position. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Kantar, hein. Donc c'est les bouquets de fleurs qui sont les premiers, le premier cadeau pour la fête des mères, hein, donc à plus de la moitié des cadeaux, mais vient en deuxième position donc le parfum, avec tout est rassemblé, les produits de beauté et les coffrets cadeaux. Mais si on additionne effectivement l'ensemble de ce secteur, eh bien il est supérieur au cadeau bouquet de fleurs. Il y a une particularité donc, depuis l'année dernière, hein, et plus précisément sur cette année, les produits de beauté sont plutôt en baisse et le parfum est repassé devant. Donc le parfum est de nouveau, depuis la deuxième année, remis à l'honneur, hein. Ensuite vient en troisième position les vêtements et en quatrième position les chocolats. Donc voilà, donc le parfum reste dans les meilleures ventes. Non, celui-ci, oui. Ensuite, on a essayé d'étudier quelles étaient les meilleures ventes en termes de parfum. Et on l'avait déjà présenté lors d'un talk en février pour la Saint-Valentin. Et c'est très étonnant donc de voir, hein, mais à la limite ça se comprend, que la logique d'achat est différente. Donc je vous rappelle, pour la Saint-Valentin, la logique d'achat était plutôt sur des parfums nouveaux, donc des nouveautés de 1 ou 2 ans, avec comme le Miss Dior Roses and Roses, l'interdit de Givenchy, Libre d'Yves Saint Laurent ou Idole de Lancôme. Et pour la fête des mères, hein, donc là ce sont des chiffres de l'année dernière, puisqu'on n'a pas encore eu ceux de cette année, eh bien on voit qu'on est plutôt sur un achat de parfums dit piliers. C'est plus des parfums qui ont déjà effectivement quelques années d'existence derrière eux. Donc notamment avec La vie est belle de Lancôme, Libre d'Yves Saint Laurent qu'on retrouve, J'adore de Dior, hein, donc qui date de 1999, et Angel de Thierry Mugler qui date de 1992. Donc c'est déjà des parfums effectivement qui ont une période de vie plus importante. Donc on va voir effectivement que ce lien entre la maman et son enfant est lié aussi à l'olfactif utilisé dans la jeune enfance. Donc, il est important de noter que l'odeur est comme un tatouage indélébile imprimé dans notre mémoire. Et donc ça, c'est
incontournable et on va le voir que aucun être humain ne peut passer au travers de ça, puisque l'olfactif démarre dès le 3e mois de grossesse. Alors, dans un premier temps, on peut se poser la question de se dire, voilà, une femme enceinte, voit-elle son odorat évoluer? Oui. Et là, c'est hormonal. Les phéromones, c'est surtout en fait après le 3e mois de grossesse qu'elles se développent terriblement et ça amplifie l'intensité olfactive. C'est-à-dire que en état de grossesse, on se retrouve en hyperosmie, c'est-à-dire que toutes les molécules odorantes vont être exacerbées et on va sentir de mieux en mieux. Donc moi qui ai deux enfants, je l'ai vraiment constaté. Et en tant que parfumeur ou évaluateur, ce serait génial de pouvoir peut-être être en état de grossesse toute sa vie parce qu'on sent vraiment très bien. Bon, c'est joke, hein. C'est pas forcément une volonté. Mais après, l'autre question, c'est effectivement le bébé peut-il sentir dans le ventre de sa maman? Et là, il est indéniable et il y a de nombreuses études qui ont été faites depuis plusieurs années qui prouvent effectivement donc ce point très important. Et au travers de tout ce que la maman va vivre pendant sa maternité, en fonction de son alimentation, donc toutes les odeurs, donc puisque le goût et l'odorat vont se développer en même temps dans le fœtus, toutes les odeurs transmises par l'alimentation de la maman au niveau donc, de la perception du liquide amniotique va être complètement, j'allais dire absorbée, mais identifiée et analysée par le fœtus. Alors, je vais vous montrer une petite évolution en fait du bébé sur les premiers mois de grossesse. Donc, à la 7e semaine, le visage de l'embryon se forme et on commence à distinguer les narines. À 8 semaines, le nez est formé et les récepteurs olfactifs apparaissent. Donc, vous voyez, c'est vraiment très tôt. À 9 semaines, on distingue une seule ouverture pour le nez et la bouche. Donc, d'où ce lien vraiment très important entre le goût et l'odorat. À 11 semaines, les premières structures cellulaires se transforment pour former les bourgeons de l'odorat. À 14 semaines, le visage du fœtus s'anime et les traits du nez se précisent. À 15 semaines, les cellules gustatives sont opérationnelles. Ils découvrent les saveurs donc, à travers le liquide amniotique. C'est ce que je vous précisais. À 19 semaines, donc dans le cerveau du fœtus, les zones spécialisées des 5 sens se mettent en place. Ensuite, donc, on continue. Alors, excusez-moi. À 23 semaines, donc, il commence à traiter les informations sensorielles qu'il perçoit. Un monde s'ouvre à lui. À 26 semaines, les traits du nez se précisent. Et à 29 semaines, il se familiarise avec les odeurs présentes dans le liquide amniotique. Donc, elles influenceront ses préférences olfactives après la naissance. Donc, il y a toute cette période donc, qui est importante, j'ai envie de dire, si on veut éduquer l'odorat de son enfant dès la grossesse, eh bien, variez votre alimentation pour lui donner en fait un panel olfactif qui soit le plus large possible. Donc ça, c'est vraiment le temps de la grossesse. Ensuite arrive la naissance donc, de ce petit bout très chéri. Et c'est en 1877, donc vous voyez que ça fait de très nombreuses années, voire des décennies, qu'il y a eu vraiment une étude de réaliser sur l'importance de l'odeur et du rapport entre la maman et le bébé. Donc, et on dit vraiment qu'un nouveau-né reconnaît sa mère à son odeur. Il y a énormément d'études qui ont été faites dans ce sens, en faisant sentir donc, des cotons à des enfants que les mamans ont portés sous les aisselles, donc l'odeur donc vraiment de la peau de la maman, l'odeur du lait maternel. Un bébé reconnaîtra le lait maternel de sa maman entre 10. Il y a énormément de choses qui ont été faites à ce point-là. Et si la maman n'allaite pas son enfant, hein, ce n'est pas du tout une obligation,
Il faut savoir qu'au travers donc, du lait, pas le lait maternel, mais le lait, je vais dire un peu industriel, il y a des éléments olfactifs, et notamment comme la vanilline, donc, qui sont intégrés. Eh bien, des tests ont prouvé que par la suite, ces enfants sont très sensibles à la vanilline. Et il y a un test assez amusant qui a été fait avec du ketchup, donc un ketchup classique, et un ketchup dans lequel une petite dose de vanilline a été rajoutée. Donc, ils ont pris un panel d'enfants qui avaient été élevés au lait maternel et d'autres donc au lait, ce que je veux dire, un lait industriel. Bah, le mot n'est pas joli, mais eh bien, tous les enfants qui avaient eu un lait industriel dans lequel il y a de la vanilline, eh bien, préféraient le ketchup dans lequel on avait rajouté de la vanilline. Donc, il y a vraiment voilà, une perception importante de tous les facteurs olfactifs à ce niveau-là. Alors, on pourrait se dire, effectivement, pour avoir un lien très proche de la maman et de son bébé, donc en tant que maman, c'est vrai qu'on adore sentir l'odeur de son bébé, on y accorde énormément d'importance, mais pour le bébé, l'odeur de sa maman naturelle est importante, mais sa maman a aussi le droit de se parfumer. Donc, je pourrais dire de conseiller que sur les premiers mois, éviter de changer de parfum pour ne pas dérouter l'enfant. Et l'enfant a besoin d'être apaisé avec donc ce parfum, on va dire, très, très affectif que la maman peut avoir donc vis-à-vis de son bébé. On dit toujours un enfant qu'on laisse chez une nourrice ou à la crèche les premières fois, de lui laisser effectivement un vêtement de la maman pour qu'il ait l'impression qu'elle soit à côté de lui. Après, le fameux doudou, ce doudou où on dit effectivement éviter de le laver trop souvent pour que ce doudou garde l'odeur qui rassure l'enfant. Donc voilà, je pourrais effectivement en parler pendant des heures parce qu'il y a des tas d'études qui ont été faites autour de ça. Et c'est extrêmement important donc d'être consciente de ce lien. Donc, pour en savoir plus, si vraiment vous voulez aller plus loin dans la découverte donc, de ce lien et d'une analyse donc, plus scientifique et médicale, je vous conseille donc deux livres. Donc, un qui s'appelle Cerveau et odorat, qui est assez récent et qui montre bien effectivement toute cette importance donc, du sens de l'odorat pendant la maternité et les premières années de la vie de l'enfant, puisqu'on se dit qu'il se forge sa mémoire olfactive dans les 6 premières années de sa vie, mais inconsciemment. Mais on peut aussi l'aider à développer au plus loin donc, ces expériences olfactives. Et je parlerai aussi donc d'un numéro de Nez, donc la revue olfactive, qui explique aussi donc toutes les avancées donc depuis de nombreuses années sur ce lien donc presque animal donc entre les êtres humains donc au travers du sens de l'odorat. Je vous parlerai aussi d'une association pour laquelle je m'implique beaucoup, qui s'appelle Émanescence, qui développe donc des ateliers spécifiques pour les enfants. Donc, cette association donc, a été développée par Laetitia Corr. Hein, donc, elle est en partenariat avec 5e Sens et elle a développé un atelier olfactif spécifique pour le couple bébé-maman, mais le papa peut être aussi bien sûr présent. Et c'est pour aider donc ou accompagner la maman dans l'éducation donc de son enfant à bien utiliser donc le sens de l'odorat. Donc c'est un atelier qui est assez sympa à découvrir. Donc ce lien. Isabelle, si je peux me permettre, il y a une petite question. Oui. Dans le programme justement d'Évanescence, il y a, je vois, concert de flûte à nez. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors attends, excuse-moi. C'était ta slide précédente, voilà. Alors tu peux Parmi les différentes activités proposées.
Oui. chasse aux odeurs, yoga du nez et concerto de flûte à nez. C'est assez intriguant. Oui, bah, en fait, elle utilise des tas de petits objets pour que l'enfant en fait soit attentif à ce qui se passe avec les odeurs. Hein, donc voilà, je veux pas trop dévoiler parce que je préférerais que ce soit vraiment elle qui vous l'explique, mais elle a toute une méthode donc de bien précise pour aider à développer donc le sens olfactif des tout petits. On a trouvé une idée de talk pour la prochaine fête des enfants ou pour la prochaine rentrée scolaire. Eh bien, pourquoi pas? Excellente idée. Donc voilà, alors effectivement, pendant cet atelier, on explique aussi aux mamans quels sont les produits, enfin les parfums existants donc aujourd'hui sur le marché. Donc on a fait une petite sélection pour vous, donc avec des parfums voilà qui capitalisent vraiment sur cette cible maman-enfant. Donc un parfum chez Bulgari qui s'appelle Petit et Maman. Sophie la girafe, donc, qui est un parfum aussi assez récent dans l'univers vraiment du doudou olfactif, mais un parfum que la maman peut aussi porter, puisqu'il existe en eau de toilette et en eau de soin. Mon petit de Lolita Lempicka, qui est aussi donc une nouvelle référence. L'eau parfumée des familles, tendresse enfance de bien-être. Zadig et Voltaire, qui joue aussi donc, sur ce parfum mixte pour elle, pour lui, mais aussi pour l'enfant. Donc, il y a vraiment là une volonté de se parfumer en famille. Et l'eau d'amour, maman et enfant, de la marque Olala Paris. Donc, on a étudié olfactivement donc, tous ces parfums pour enfants et on en tire effectivement donc, un enseignement olfactif avec donc, des notes similaires, hein, donc travailler sur des intensités un peu différentes. Donc, principalement autour des notes poudrées, et notamment avec l'héliotrope et des notes de dragée amandées, qui traduisent vraiment bien l'univers de l'enfant. Et c'est vrai que la note héliotropine, c'est la première odeur hein, donc, que l'on fait vraiment sentir dans nos ateliers olfactifs, puisque c'est une odeur qui rappelle la colle blanche, donc souvenir d'enfance, et qui est très associée à l'univers de l'enfant. Ensuite, les notes ambrées avec la vanille, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, pourquoi. Ensuite, les notes fleuries, donc des fleurs très transparentes, comme le frésia, on peut trouver aussi la pivoine, ou des fleurs blanches un peu plus sensuelles, un peu plus charnelles, et notamment avec la fleur d'oranger. La fleur d'oranger donc, est très associée à l'univers de l'enfant. Ensuite, les notes musquées, bien sûr, musc blanc, donc des notes qui vont donner cet effet de peau, de cocooning et vraiment de rassurance. Et les notes cologne, donc tout ce qui est notes hespéridées, bergamote, citron, ça peut être aussi de l'orange, de la mandarine, qui vont donner en fait le côté fraîcheur en note de tête. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu étudier. Alors, ce lien, cette filiation mère-enfant, se retrouve aussi dans les communications, notamment donc, pour Arpège de Lanvin, donc, qui était une volonté donc, de Jeanne Lanvin de créer un parfum donc, pour sa fille. Pareil pour Petite chérie d'Annie Goutal. Donc, Annie Goutal donc, avait créé ce parfum donc, pour sa fille Camille. Et donc, pour Calvin Klein, donc Eternity, on sent aussi qu'il y a vraiment ce lien entre la maman et l'enfant. Donc, c'est utilisé aussi donc, dans les communications des marques. Filiation aussi mère-enfant qui se retrouve dans les briefs. Donc là, c'est un petit peu différent. Donc, c'est pas le parfumeur créateur, enfin le directeur de la marque qui, dans son brief, communique au travers d'un lien avec sa maman ou sa grand-mère, qui était le cas pour Jean-Paul Gaultier. Angèle de Thierry Mugler, donc quand Thierry Mugler a voulu créer ce parfum, son brief, c'était sa maman, il a dit au parfumeur, voilà, ma maman se parfume avec Chalimard de Guerlain, elle me prépare toujours de somptueux goûters, donc je veux retrouver
cet univers olfactif dans mon parfum, dans Angel de Thierry Mugler. Donc, d'où cette note très orientale, donc apparentée à Chalimard, et puis des notes très gourmandes, ce qui était très novateur, donc à l'époque en 1992. Le brief de Jean-Paul Gaultier pour le classique, donc pour lui, c'était le souvenir de la trousse à maquillage de sa grand-mère. Donc voilà, il voulait qu'on retrouve ces notes poudrées dans son parfum. Et pour Francis Kurkdjian, pour le parfum absolu pour le soir, hein, donc il raconte que la création de ce parfum était un souvenir de sa maman qui portait donc l'hiver des manteaux de fourrure, hein, et il voulait retrouver donc cette féminité, cette sensualité animale donc autour du manteau de fourrure. Ensuite, on retrouve aussi donc des filiations toujours mère-enfant dans les communications et dans l'évolution des communications ou du choix des égéries des marques. Donc, Vanessa Paradis, qui a été l'égérie de Coco, et Chanel, effectivement, a pris la décision aussi de reprendre sa fille, donc Lily Rose Depp, pour être donc l'égérie du numéro 5 L'Eau. Et pour la marque Mixa, donc Estelle Lefébure était l'égérie de Mixa, et bien dans l'évolution, donc là il y a le lien mère-fille au niveau de la communication donc des produits pour le corps de Mixa. Enfin, pour terminer sur la note fête des mères, hein, donc des actions de communication qui sont aussi donc ciblées dans le lien mère-enfant. Donc Chanel qui a repris donc des dessins d'enfants du flacon du numéro 5 de Chanel. Et donc il y a eu même un affichage dans le métro donc de ces dessins d'enfants. Et là, donc, cette année, on a vu, donc là, c'est Dior donc, qui a choisi en termes de communication entre Gisèle et sa maman, donc pour parler donc, de l'utilisation donc, des produits de beauté de la marque Dior. Voilà. Donc, on sent qu'il y a vraiment donc, ce lien qui est primordial d'un point de vue familial entre la maman et son enfant. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi donc les familles monoparentales. Donc, effectivement, deux mamans, un enfant peut avoir deux mamans ou deux papas. Et là, on peut aussi, donc, bien sûr, tisser des liens olfactifs à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, peut-être qu'on peut faire... Isabelle, oui, voilà. pardon, peut-être. Voilà. Si le parfum est amour, alors parfumons-nous. Effectivement, j'ai repris la même phrase que celle de la Saint-Valentin et c'est effectivement assez important. Bon, voilà, donc j'ai fini ma présentation. Aymeric, je suis à ton écoute pour les questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais si vous voulez, tous les participants peuvent nous indiquer leur réaction ou converser avec Isabelle pour réagir à ce qu'elle a dit, à sa présentation. D'abord, merci beaucoup Isabelle pour tous ces éclairages sur ce sujet passionnant dont on aura l'occasion de reparler donc, avec Evanescence pour les ateliers des tout petits. Je trouve que c'est très intéressant. Peu de gens savent qu'on peut effectivement comme ça se former. Hein. Isabelle, ce n'est pas toi qui vas dire le contraire. L'olfaction, c'est vraiment un des sens en fait, qu'on utilise le moins et qui permet, quand on travaille, de se développer le plus. Tout à fait, oui, complètement. Et il y a un autre élément aussi que je voudrais évoquer, puisque j'ai vu que Simine était donc dans les participants de ce talk. Donc, je sais que Simine, elle travaille aussi donc, sur le lien de l'olfactif au moment de l'adoption d'un enfant. Et c'est vrai que là aussi, il y a un élément très important à mettre en avant, puisque quelque part, on déracine un enfant donc, au moment de l'adoption. Et là aussi, le lien olfactif peut aider à mieux acquérir donc, cet enfant donc, au travers donc, de notre olfactive.
Donc voilà, donc bravo Simine hein, pour cette jolie, ce joli travail que tu effectues. Isabelle, on a une question de Julie, Oui, enfin plutôt un commentaire de Julie qui dit merci pour cette conférence, c'était très intéressant. C'est plus une remarque qu'une question. Et une autre, Julie, qui demande s'il est prudent de sentir des parfums et des matières premières comme les huiles essentielles pendant la grossesse. oh, il y a aucun problème. Nous, en formation, on accueille des femmes enceintes et à partir du moment où il y a pas de problème d'écœurement, parce que ça peut arriver, il y a un moment, surtout les premiers mois, on peut être un peu facilement écœuré. Si on n'a pas ce problème, on peut sentir sans souci. Moi, pendant toute ma grossesse, j'ai continué à sentir. J'ai eu une période où j'ai accepté très très bien toute l'olfaction des matières premières, que ce soit des huiles essentielles, des absolus ou des molécules de synthèse. Après, il y a eu une période où j'avais beaucoup de difficultés à sentir un produit fini, donc un parfum du marché, peut-être certainement par rapport à la cacophonie donc, du mélange des matières premières entre elles. Mais bon, a priori, il n'y a pas de problème constaté à ce niveau-là. Alors oui, je vois dans les questions, il y a les CMR, bien sûr, hein, mais aujourd'hui, en termes de composition olfactive, il y a une différence entre sentir et d'un point de vue olfactif, non, les CMR, on a des compositions sans CMR par rapport au fait de les poser sur la peau. Je dirais qu'une femme enceinte aurait plutôt intérêt à se parfumer sur les vêtements plutôt que de mettre directement le parfum sur la peau. Alors, les parfums je vois les questions, hein, les parfums que j'ai cités sont adaptés, oui, pour les bébés, puisqu'il y a effectivement donc les versions eau de soin ou eau de senteur qui sont sans alcool et qui ont été bien sûr développées sans CMR et avec toutes les normes de législation que l'on a aujourd'hui. Alors, les raisons physiologiques de l'hyperosmie lors de la grossesse, c'est hormonal. Alors, est-il possible de... Émeric, oui, je pense que les personnes peuvent peut-être enclencher leur micro pour poser une question. Alors, ça va être avec plaisir, mais je crois que j'ai désactivé tous les micros à Ah, l'entrée d'accord. pour éviter justement la cacophonie, comme il y avait des petits autour du Oui. micro, et je ne sais pas comment le remettre dans l'autre sens. Alors, Il y a une autre question de Gwenaël, justement, qui demande si il y a- il y a des distorsions, des odeurs mémorisées par une formation qui seront éventuellement perçues différemment post-partum. je pense- il peut y avoir une différence sur l'intensité de la matière première. C'est-à-dire, une odeur, quand on l'étudie en formation, on a trois critères. Il y a la reconnaissance, donc savoir reconnaître une huile essentielle de galbanum ou de patchouli. On doit connaître l'intensité de l'odeur, et ça, l'intensité va être très importante pour formuler et définir le dosage dans une formule. Et il y a ensuite la ténacité, donc de savoir si cette matière va intervenir en note de tête, en note de cœur ou en note de fond du parfum. Où il pourra y avoir une différence, c'est sur l'intensité. Puisqu'on est en hyperosmie, on sent tout plus intensément. Donc, on va très bien sentir les muscles blancs, qui, eux, ont une très faible intensité. Et lorsque l'on ne sera plus en état de grossesse, bah, peut-être que ces muscles blancs, on les sentira moins intenses. Mais on les sentira, on les reconnaîtra de la même façon. Il y aura juste cette différence d'intensité. Alors, donc là, c'est Laure qui voulait le dire oralement. Alors, j'ai lu qu'avant un certain âge, les petits enfants ne distinguent pas bonne et mauvaise odeur. Étant donné le lien odeur-mémoire, peut-on vraiment apprécier une odeur qui n'évoque pas de souvenir? Exemple, la mère pour un enfant qui ne l'a jamais vue, qui ne l'a jamais connue. Alors, c'est exact. Les tout petits, pour eux, une odeur, c'est une odeur.
on leur apprend, c'est de l'éducation de dire que les excréments, c'est une mauvaise odeur et que l'odeur de la vanille est une bonne odeur. Donc ça, c'est dans notre éducation. Après, le lien entre odeur et mémoire, oui, on peut mémoriser de l'odeur de la mer sans l'avoir vue, mais on va lui donner une autre association. Peut-être lorsqu'on passe devant chez le poissonnier ou il y a d'autres liens de mémoire qui peuvent se forger même si on n'a pas été proche en fait du lieu ou de la plage, quoi. Alors, le numéro de nez, je ne l'ai plus en tête, mais c'est celui qui traite du monde animal. Je crois que c'est l'avant-dernier, donc ça devait être le 6 ou le 7. Si quelqu'un a la réponse à ma place et peut le mettre dans le chat, merci. Alors, quelle serait la finalité de cette hyperosmie? Ah, le nez 7, merci Laure. Qu'est-ce que vous voulez dire par la finalité de cette hyperosmie? Je ne comprends pas trop la question. Emery, qu'est-ce que tu penses? Alors, moi non plus, je n'ai pas compris la question. Quelle serait la finalité de cette hyperosmie? En fait, on parle d'hyperosmie pour une femme enceinte, mais il y a d'autres personnes qui peuvent être aussi hyperosmiques. Donc, c'est-à-dire que des personnes qui sentent vraiment tout en très forte intensité. Bon, là aussi, ça pourrait faire l'objet d'un talk spécifiquement sur l'anosmie et toutes les anomalies liées au sens de l'odorat. Parce qu'on parle d'anosmie, d'hyperosmie, d'hyposmie, ceux qui sentent tout en très faible. Il y a des cacosmies, c'est les personnes qui sentent tout mauvais. Ensuite, il y a les phantosmies, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont des odeurs fantômes dans le nez alors qu'elles n'existent pas. Bon. Là aussi, ça pourrait être un vaste sujet. Ouais. Et ça, je propose qu'on en reparle dans un prochain talk justement autour de toutes les anomalies. On en avait parlé avec le Covid. Donc, alors, peut-être que la question, pourquoi la nature a développé l'hypersmie pendant la grossesse? Ah, alors là... Il faudra poser la question à la nature. Oui, il faudrait peut-être... Oui, alors il y a peut-être... Isabelle peut beaucoup de choses, mais elle n'est pas Dieu encore. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut se dire qu'une femme enceinte veut surprotéger son enfant et l'olfactif est une sauvegarde, hein. Les animaux, un animal qui perd l'odorat meurt, hein, parce qu'il n'a plus l'odorat pour se nourrir, pour la sexualité, pour tout. Ça pourrait peut-être être une réponse. D'ailleurs, on a une réponse de Gonaël qui dit l'hyperosmie est un mécanisme de protection durant la grossesse pour la maman, Bon, ben voilà. qui confirme voilà, ce que tu disais. Exactement. Oui, donc on disait, on refera un talk bientôt sur ces sujets-là, mais il y a une question de Tiffany. Je suis enceinte de 6 mois, je n'ai pas du tout ressenti la sensation d'hyperosmie. J'imagine que ce n'est pas automatique chez toutes les femmes. Il vous reste 3 mois, ça peut peut-être encore arriver. Mais effectivement, c'est peut-être pas automatique et l'hyperosmie peut être à différents niveaux. Donc, elle a peut-être été présente chez vous, Tiffany, mais faiblement. Donc, vous n'avez pas réussi à la capter. Bien. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Merci Isabelle pour toutes ces précisions et pour toutes ces informations. Avec Et, plaisir. je vous invite à nous retrouver prochainement pour un prochain talk. Bonne journée à toutes et à tous. Et évidemment, ce talk on pourra retrouver sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux de la Fragrance Foundation. En attendant le prochain. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.